Le microbiote. Nous avons déjà parlé du microbiote humain dans le cours précédent. Dans ce cours, il s'agit d'étudier, en quelques mots, le microbiote intestinal. Nous allons voir qu'il y a, dans ce microbiote, des êtres vivants, microscopiques. Évidemment, ce sont par exemple des bactéries. On peut avoir des levures également, quelquefois des virus. Alors, pas toujours pathogènes. Ce sont des êtres vivants, donc des micro-organismes qui vivent plus ou moins en symbiose avec notre organisme, dans notre organisme en tout cas. Et nous allons voir, nous allons essayer de voir quel rôle le microbiote intestinal va pouvoir avoir sur notre santé. Donc nous savons que notre intestin, donc l'intestin c'est l'intestin grêle et le gros intestin que l'on appelle le côlon, qui se termine par le rectum puis l'anus. Donc notre intestin héberge énormément de micro-organismes. On parle en termes de milliards, des milliers de milliards de micro-organismes qui vont se nourrir en partie, en tout cas, de ce que nous avalons. Par exemple, des fibres, pas que les fibres, mais je prends juste un exemple. Donc ce microbiote, constitué par des micro-organismes, constitue un ensemble ou une communauté qui est très complexe et où certains vont agir, interagir les uns avec les autres, ou alors l'un va utiliser un aliment, par exemple une fibre, va le dégrader et cette dégradation va conduire à des petits morceaux d'aliments plus petits qui pourront être utilisés par d'autres micro-organismes qui, eux, ne peuvent pas, par exemple, dégrader les fibres. Nous verrons ça tout à l'heure. Donc, cette communauté complexe ne nous porte pas préjudice et nous la tolérons. Nous tolérons cette communauté complexe et elle participe à notre santé. Donc, nous allons essayer de voir quels sont les rôles du microbiote intestinal sur notre santé et en quoi c'est bénéfique d'avoir ce microbiote. Alors, nous allons présenter les choses dans cet ordre. Nous allons voir que est-ce que la vie sans microbiote est possible. Nous allons voir une expérience chez une souris, une expérience qui n'est pas éprouvante pour la souris. Ensuite, nous allons voir que c'est un organe, entre guillemets, ce microbiote, c'est pas un organe, mais c'est juste entre guillemets, aux fonctions qui seront variées. Nous allons voir ensuite que le microbiote peut agir et ou intervenir sur le système immunitaire. En tout cas, le système immunitaire va dépendre également du microbiote. Nous allons voir un cas de microbiote et intervention dans la digestion, dans certaines digestions, et là nous verrons qu'il y a des interactions entre certaines bactéries. Et nous allons terminer par diverses relations. Bon, donc si on répète un petit peu, que les choses soient claires, nous avons découvert dans un autre cours le microbiote humain. Nous avons vu qu'il existe. Donc je vous invite à vous référer à ce cours. C'est le cours juste avant celui-ci. Donc là, nous allons essayer de voir aujourd'hui le microbiote intestinal. Nous allons voir qu'il y a à l'intérieur des micro-organismes, donc un microbiote, où il va y avoir des interrelations, une espèce de symbiose avec le corps humain. Et nous allons essayer de comprendre en quoi ce microbiote intestinal est important pour notre santé. Une vie sans microbes est-elle possible? Dans notre environnement, il y a des milliards et des milliards de micro-organismes et on ne peut pas vivre sans micro-organismes. Alors évidemment, si on ne le sait pas, on peut très bien dire ce serait bien qu'il n'y ait pas de micro-organismes. Alors lorsqu'ils sont pathogènes, évidemment, ça pose un problème et ce serait mieux qu'il n'y en ait pas. Mais vous allez voir que finalement, certains microbes qui ne sont pas pathogènes vont nous aider à maintenir une santé, un équilibre dans la santé et que ces ces micro-organismes vont agir en symbiose avec nous. Donc les chercheurs ont pris, vous prenez deux jeunes souris, et puis vous les laissez grandir. Bon. Ce sont deux jeunes souris adultes à un moment donné, qui ont un même âge,
L'une est élevée sans microbiote intestinal et l'autre est dépourvue de microbiote. Enfin, l'une est élevée avec, enfin elle grandit, en tout cas elle est élevée, elle grandit avec son microbiote intestinal et l'autre sans microbiote. Bon, vous avez compris ce que j'ai dit. Bon. Alors, si vous regardez les deux souris, vous vous apercevez que, bon, elles ont le même âge, hein, on l'a dit, et bien qu'elles aient le même âge, leur grandeur n'est pas la même. Celle qui n'avait pas de microbiote est beaucoup plus petite, beaucoup plus chétive que la souris qui avait son microbiote. Voilà. Alors, a priori, on pourrait se dire, le microbiote a un rôle très important, le microbiote intestinal a un rôle très important. S'il n'y a pas de microbiote intestinal, on ne grandit pas de la bonne façon. C'est clair et net. Maintenant, on pourrait très bien se dire, il y a peut-être d'autres facteurs qui vont intervenir, en fait. Donc, l'expérimentation sur les êtres humains, sur les humains, sont interdits. Donc, c'est pour ça qu'on fait les expériences chez les animaux, même si c'est quelquefois cruel. Bon, dans ce cas-là, c'est pas cruel, mais c'est vrai que c'est pas toujours le cas. Donc, les scientifiques prennent des animaux de laboratoire. Alors, ça peut être toutes sortes d'animaux, hein, les souris, souris de laboratoire. Et certaines souris sont qualifiées de souris axéniques. Axéniques, alors c'est sans doute un mot qui est nouveau pour vous. Ce sont des souris qui sont nées par césarienne. Alors pourquoi césarienne? Parce qu'il ne fallait pas que ces souris passent par le vagin. Parce qu'on avait vu dans le cours précédent que lorsque le bébé, là si on parle d'un bébé humain, il passe par le vagin automatiquement, hein, s'il n'y a pas de césarienne. La césarienne, c'est une petite ouverture du ventre, puis on prélève le bébé, il ne passe pas par le vagin. Hein, c'est lorsqu'il y a des complications au niveau de la naissance que les médecins ont recours aux césariennes. Alors, donc on avait dit que lorsqu'il y a une naissance, eh bien l'enfant donc s'engage dans le vagin et va sortir ensuite. Et il prend au passage un peu du microbiote de la maman, microbiote vaginal de la maman. Donc là, pour éviter ça, puisqu'on veut que ce soit on ne veut pas qu'il y ait de microbiote dans la souris pour faire une expérience. Donc on fait une césarienne et on élève ces souris sous bulle, ça veut dire dans des conditions qui sont absolument stériles, où il ne peut y avoir aucun microbe, aucun passage de microbes. Donc cette petite souris est élevée dans des conditions stériles et donc n'avait pas de microbiote. Et l'autre souris, témoin, en fait, qui a le même âge, au bout d'un certain temps, était beaucoup plus grande, beaucoup plus adulte, en fait, que la petite souris qui était plutôt chétive, elle n'avait pas de microbiote. Bon, vous avez compris que ce sont des mammifères et comme nous, ils constituent des modèles et on peut se projeter en se disant que si par exemple un homme avec un grand H, n'avait pas de microbiote, eh bien peut-être qu'il serait, comme la souris, beaucoup plus petit et plus chétif si on enlève le microbiote dès la naissance. Enfin, si on empêche le microbiote de se former dès la naissance. Et si on mettait l'individu, donc le bébé, sous bulle. Alors bon, on ne peut pas faire d'expérience chez l'humain. En tout cas, on peut se dire que ce que l'on constate chez la souris, c'est sans doute très vrai aussi si on le faisait sur l'être humain. Donc ça veut dire que ces souris constituent des modèles intéressants pour déterminer le rôle des microbes qui sont hébergés dans les intestins. Par comparaison avec des animaux vivant dans des conditions normales, c'est-à-dire nous par exemple, alors on ne va pas dire animal, on va dire humain, hein, si ça blesse certaines personnes. Donc les souris axéniques, alors attention, elles présentent des troubles quand même. Alors on dit c'est inoffensif pour la petite souris, bon, il y a quand même eu quelques troubles. Les troubles sont qu'elle est d'une part interactive, alors pas interactive, je me suis trompé, hyperactive, et elles ont un comportement aventureux. Elles n'ont peur de rien, en fait, mais elles sont hyperactives, beaucoup plus que la souris qui possède son microbiote intestinal. Elles mangent plus et mettent
plus de temps à digérer. Elle mange plus. Alors, vous faites la relation, elle mange plus et pourtant elle est plus petite. Bon, mais elles mettent plus de temps à digérer. Donc là déjà, on peut penser que le microbiote intestinal est indispensable pour favoriser la digestion de l'ensemble des aliments que l'on ingère. Bon. Elles mettent plus de temps à digérer, donc ça veut dire que dans le microbiote, dans les micro-organismes, il y a très certainement certains microbes, certaines bactéries qui vont commencer à dégrader les aliments. Bon. Ces souris axéniques ont un intestin qui est peu développé, peu vascularisé et dont la muqueuse se renouvelle moins vite. Alors vous savez ou pas que la muqueuse intestinale se renouvelle régulièrement. Hein, on n'est jamais tout à fait le même. Même notre peau se renouvelle régulièrement. Et on n'est jamais tout à fait le même. Vous avez remarqué qu'à la naissance, entre la naissance, l'enfance, l'état adulte et la vieillesse, le corps se transforme. Bon, mais la peau se renouvelle régulièrement. Bon, les transformations se font très lentement. Donc, intestin peu développé s'il n'y a pas de microbiote, peu vascularisé, ça veut dire peu de vaisseaux sanguins. Or, les vaisseaux sanguins sont très importants parce qu'ils permettent aux nutriments qui proviennent de la digestion des aliments de passer dans le réseau sanguin. Donc, s'il n'y a pas ou peu de réseau sanguin, ça veut dire qu'il y a peu de nutriments qui vont passer dans le sang pour faire en sorte que la croissance de la souris soit possible. Bon. Et on a dit que ces souris mettent plus de temps à digérer. Donc mettre plus de temps à digérer, donc à former des nutriments. Et comme il y a moins de vascularisation, ces nutriments qui sont en quantité moins importante vont en partie passer dans le réseau sanguin, mais pas en totalité. Bon, puisqu'il y a moins de vaisseaux sanguins. Et la muqueuse se renouvelle moins vite. Or, sur la muqueuse intestinale, il y a des microvillosités qui permettent le passage, justement, en théorie, des nutriments vers le réseau sanguin. Alors, réseau sanguin, puis ensuite répartition des nutriments dans l'ensemble de l'organisme. C'est évident. Donc, dans l'ensemble des cellules de l'organisme. Il faut approvisionner en nutriments toutes les cellules de l'organisme. Sinon, les organes, les cellules et les organes, constitués de cellules évidemment, eh bien, n'ont pas leur apparence ou leur taille optimale. Ces souris axéniques sont également plus sensibles aux infections. Alors c'est bizarre, hein, plus sensibles aux infections. Donc ça voudrait dire que le microbiote protège contre les infections. Parce que s'il n'y a pas de microbiote intestinal, la souris est sensible. Donc on déduit que s'il y a le microbiote intestinal, la souris est moins sensible. Bon. Enfin, oui, est moins sensible. Et leurs enzymes digestives sont moins efficaces. Donc ça veut dire que les enzymes sont moins... Ça veut dire quoi en fait? Les enzymes digestives sont moins efficaces. Eh bien, à chaque aliment que vous allez ingérer, il va y avoir des enzymes. Si vous prenez par exemple de l'amidon, du pain, mettons que vous mâchez, là vous avez deux glandes, si vous appuyez un petit peu, il y a de la salive qui vient dans la bouche. Donc ce sont des glandes salivaires. Et dans les glandes salivaires, il y a une enzyme, donc une protéine enzymatique, qui provient de l'expression d'un certain gène. Et cette enzyme va biocatalyser la réaction de transformation de l'amidon en glucose. Bon. Donc la digestion du pain commence dans la bouche et se poursuit dans le reste du tube digestif. Et donc, alors il n'y a pas que le pain, hein. Vous avez de la viande, vous avez les végétaux, des carottes, des pommes de terre, vous avez toutes sortes de choses, toutes sortes d'aliments qui vont passer dans le tube digestif et qui vont, de fil en aiguille, au cours de la digestion et sous l'action de diverses enzymes catalytiques, donc les enzymes ont toujours un rôle catalytique, hein. Ce sont des biocatalyseurs. Bon. Et bien tous ces nutriments, sous l'action de différentes enzymes bien spécifiques pour chaque catégorie d'aliments, eh bien va transformer ces aliments en nutriments. Et là, on dit les enzymes digestives sont moins efficaces. Donc, ça voudrait dire que le microbiote, c'est-à-dire
les bactéries qui constituent ce microbiote intestinal vont agir en symbiose peut-être avec les enzymes de manière à ce qu'elles soient plus efficaces. Alors, en quoi elles sont moins efficaces? Ça, c'est pour l'instant un problème qu'on ne verra pas maintenant. Alors, sans doute que certaines bactéries commencent à digérer les aliments et puis les enzymes vont poursuivre l'action et vice-versa. Ça peut être interactif en fait. Les deux peuvent s'aider mutuellement. Bon, on peut faire plusieurs hypothèses. Bon. Ensuite, on avait dit que le microbiote, c'est un organe en fonctions variées. Alors, est-ce que c'est vraiment un organe? C'est pas un organe, le microbiote. Alors, si par exemple vous prenez un bras, c'est un organe. Bon, c'est un ensemble de cellules. Vous prenez un muscle, c'est un ensemble de cellules musculaires qui a une fonction précise. Mais si vous prenez le microbiote, c'est pas un organe. Alors c'est quoi un organe aux fonctions variées? Eh bien cet organe aux fonctions variées, c'est simplement l'intestin. L'intestin a des fonctions variées. Et à l'intérieur de l'intestin, il y a quoi? Eh bien, il y a les aliments qui arrivent. Une certaine partie est déjà transformée en nutriments et d'autres, donc entre l'aliment lui-même, par exemple une pomme de terre entière, et puis le glucose, il y a tous les intermédiaires. Donc en passant par la pomme de terre, de l'amidon, donc c'est un polymère de glucose, et bien l'amidon est constitué d'une quantité incroyable de molécules de glucose qui sont toutes reliées les unes aux autres. Enfin toutes. 2 molécules de glucose, 3, 4, 5, etc. Et ça dans les 3 dimensions. La pomme de terre est bien dans les 3 dimensions. Donc l'amidon est bien dans les 3 dimensions également. Donc ce sont des molécules qui doivent être digérées par des enzymes digestives. Alors il n'y a pas que l'amylase. Il existe d'autres enzymes dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, si vous regardez donc cet intestin aux fonctions variées, eh bien, nous allons voir que le microbiote, en fait, il a plusieurs rôles. Alors, d'abord, vous voyez, alors trouvez évidemment sur Internet un schéma du contenu, donc de l'intérieur d'une coupe d'intestin. Prenez l'intestin grêle, hein. Prenez pas le gros intestin. Donc prenez l'intestin grêle et puis vous allez voir qu'il y a des cellules intestinales avec leur microvillosité. Et ces cellules intestinales vont sécréter un mucus, donc qui va faire à la surface des cellules, surface des microvillosités en fait, sur l'ensemble des cellules, vous allez avoir une couche de mucus. Entre deux cellules intestinales, il y a, donc elles sont serrées les unes contre les autres. Et il y a ce qu'on appelle des jonctions serrées entre les deux qui permettent, qui évitent, qui empêchent les cellules de se décoller. En fait. Donc c'est serré. Donc vous avez une cellule, une cellule serrée, une autre cellule, etc. Et donc au-dessus, hein, vous avez bien compris, vous avez une couche de mucus. Et puis à l'intérieur, donc puisque ça fait un cylindre, en fait, l'intestin est un cylindre, eh bien vous avez ce que l'on appelle la lumière intestinale, c'est-à-dire du vide. Mais en fait, c'est pas vide, puisque lorsque vous mangez, eh bien les aliments vont passer dans l'intestin. Et dans cette lumière intestinale, qui est censée être du vide, mais qui n'est pas vide, entre guillemets, eh bien vous avez le microbiote. C'est-à-dire vous avez tout un ensemble de bactéries qui sont là. Il y a de nombreuses espèces, de très nombreuses espèces. Alors on rappelle qu'il y a 5 grands groupes de bactéries dans les microbiotes, mais ça ne veut pas dire que les 5 grands groupes sont représentés à chaque fois. Et dans chaque groupe, il y a de très nombreuses espèces. Donc là, vous avez un microbiote. Alors vous pouvez regarder en parallèle un microbiote de l'intérieur de l'intestin en microscopie électronique. Par exemple, vous allez faire la relation entre le réel et puis un schéma que vous allez pouvoir trouver. Alors vous avez donc des fibres végétales dans la lumière de l'intestin, donc suite à l'alimentation, des fibres végétales, par exemple si vous avez mangé de la salade, bon,
Donc, ce sont des sucres complexes, ce sont des sucres qui sont plus ou moins complexes. Bon. Et les microbiotes, dans le microbiote, certaines bactéries, en plus de toute la gamme d'enzymes de l'intestin, en fait, que l'humain, grâce à certains gènes, a produit, a sécrété, a produit en tout cas, a biocatalysé, pas à biocatalysé, mais a produit grâce aux gènes. Donc l'expression des gènes donne une protéine. Donc ça veut dire que vous avez plusieurs gènes qui vont coder pour plusieurs protéines enzymatiques. Donc ils auront chacun un rôle précis. Donc les fibres végétales vont être dégradées par certaines bactéries pour passer ensuite dans les vaisseaux sanguins. Donc ce seront des nutriments, donc sous forme de nutriments en fait. Et là ce ne sont pas des actions enzymatiques, mais bien l'action du microbiote, donc de certaines bactéries qui ont dégradé les fibres végétales. S'il n'y avait pas ce microbiote, eh bien les fibres végétales ne seraient pas dégradées. Elles ressortiraient avec les excréments en passant par le rectum et l'anus. Les microbiotes, donc les bactéries peuvent également dégrader certains aliments pour les transformer en vitamines et d'autres en acides gras qui vont à leur tour passer dans le réseau sanguin. Donc il faut imaginer que autour des microvillosités, eh bien, il y a un réseau sanguin et les nutriments vont passer dans ce réseau sanguin. Vous pouvez avoir également des microbes pathogènes et des toxines qui arrivent dans l'intestin. Eh bien, certaines bactéries vont produire ces toxines et d'autres vont pouvoir neutraliser les toxines ou détruire les microbes pathogènes. Bon, c'est assez complexe. Vous pouvez avoir également de nombreuses cellules immunitaires qui vont pouvoir passer, qui vont pouvoir se promener à droite et à gauche, là, donc à l'extérieur de l'intestin, par exemple, et puis envoyer, c'est tout à fait possible, des molécules d'anticorps qui vont pouvoir neutraliser certaines bactéries pathogènes. Donc ça veut dire que le microbiote, premièrement, donc on va faire 1, 2, 3. Le microbiote, il participe à la digestion des fibres végétales, des fruits, des légumes et des céréales. Il participe, ça veut dire qu'il n'a pas un rôle exclusif, mais il participe. Ce microbiote, non, toujours le 1, ce microbiote permet la production de molécules qui seront indispensables, telles que par exemple des acides gras, à courte chaîne, et des vitamines, par exemple ça peut être les vitamines K, B9, B12. Par exemple, il faut prendre un exemple. Deuxièmement, le microbiote, il constitue une barrière qui va protéger contre les agents pathogènes et contre les toxines. C'est important. Il y aura une compétition pour les nutriments, sécrétion de substances bactéricides par certaines bactéries pour combattre d'autres bactéries. En fait, c'est un petit peu la guerre des clans. Bon. Et ce microbiote participe à la maturation du tube digestif et à l'entretien de la muqueuse intestinale, avec stimulation de la fabrication de mucus protecteurs des cellules de l'intestin. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait une couche de mucus produite par les cellules intestinales. Eh bien, elles sont en quelque sorte protectrices. Troisièmement, le microbiote, il permet le développement et la maturation du système immunitaire. Alors, c'est très étrange comme remarque. Donc, il va y avoir multiplication des cellules et production d'anticorps. Vous voyez que le microbiote, donc, il a un rôle qui est très important. Et que sans microbiote, on peut forcément avoir des problèmes. Et là, on comprend mieux, lorsque l'on avait parlé de la petite souris tout à l'heure qui n'avait pas de microbiote intestinal, elle avait moins grandi, elle était beaucoup plus chétive, beaucoup plus fragile. Alors, ce qu'il faut faire, là, maintenant, c'est lui donner son microbiote intestinal pour qu'elle retrouve sa grandeur normale. Alors, donc voilà. Maintenant, on a dit que le microbiote intervient dans le système immunitaire. Alors, on peut s'amuser à faire une expérience. Alors, pas nous, mais les scientifiques se sont amusés à faire des... Enfin, amusés, pas amusés, mais c'est pour mieux comprendre. Le système immunitaire, il est constitué par différents organes et par différentes cellules. Donc, des cellules protectrices
Alors, il y a par exemple ce que l'on appelle des globules rouges qui sont dans le sang, qui ont un rôle de transporteur de dioxygène. Mais dans ce sang, il y a également des globules blancs, par exemple des lymphocytes, lymphocyte B, lymphocyte T, etc., qui vont avoir un rôle de protéger l'organisme contre divers pathogènes, divers micro-organismes pathogènes. Donc il y a par exemple ces fameux lymphocytes qui vont permettre de lutter contre les pathogènes. Alors, il n'y a pas que des lymphocytes. Alors, mais bon, ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Alors, parmi ces organes, il y a par exemple la rate et les ganglions lymphatiques. Donc, par exemple, ici, quelquefois, vous pouvez ressentir une petite boule, une douleur. Alors, ce n'est pas forcément aux deux endroits en même temps. Ça peut être que là. Là, par exemple. Vous appuyez, ça fait une petite boule. Ça peut vouloir dire que vous avez une infection pas très loin et que les ganglions augmentent de volume parce qu'à l'intérieur, il y a des cellules immunitaires qui sont en train de se multiplier pour se préparer à lutter contre le pathogène qui a causé, qui a provoqué la réaction immunitaire. Donc la rate, les ganglions lymphatiques vont stocker diverses cellules immunitaires. Des observations et des expériences sont menées sur des souris axéniques et les résultats, nous allons les décrire. Alors, il y a 3 lots. 1, 2, 3. Il y a le lot témoin, le lot LOT, un lot, c'est-à-dire un paquet, un groupe, le lot 1 et le lot 2. Et puis on va voir ce qui se passe à la naissance. Le lot témoin, on a une souris avec son microbiote intestinal. Donc vous imaginez la naissance d'une souris, tout à fait normale, dans les conditions tout à fait naturelles. C'est la souris témoin. Alors il y en a plusieurs, parce que dans un lot, il y a plusieurs souris. Bon. Et on fait la moyenne des résultats. Donc la souris va naître avec son microbiote intestinal tout à fait normal. Bon. Dans le lot numéro 1, on a à la naissance, on s'arrange pour qu'il y ait un lot de souris axéniques. Alors, nous en avons parlé. Donc, ce sont des souris qui sont prélevées et mises dans un milieu où il n'y a pas de microbes. Donc, césarienne, à la souris mère, on prélève la petite souris et puis on la met dans un milieu tout à fait stérile. Donc, elle n'a pas de microbiote. Ce microbiote ne s'est pas constitué à la naissance. Alors attention, quand je dis ne s'est pas constitué à la naissance, un microbiote, par exemple, commence à se former dès la naissance jusqu'à 3 ans, mais chez l'enfant. Mais entre 0 et 3, entre la naissance et 3 ans, l'enfant va avoir accès à beaucoup d'alimentation, à beaucoup de toucher de l'environnement mis à la bouche, etc. Donc il y a un microbiote qui va se constituer. Bon, là on a une souris axénique, voilà, elle vient de naître. Et dans le lot numéro 2, on a des souris axéniques, donc même principe, mais on leur rajoute certaines bactéries. Par exemple, on introduit dans l'intestin Bacteroides fragilis, qui est une bactérie. Donc ça veut dire que, alors on n'injecte que ça, que cette bactérie, qu'une seule espèce. Bacteroides fragilis. Donc ça veut dire qu'il y a un microbiote qui est constitué par une seule souche de bactéries. Ensuite, on regarde, donc après la naissance, on regarde la taille de la rate et des ganglions lymphatiques. Dans le cas du lot témoin, c'est normal. Taille de rate normale, taille des ganglions lymphatiques, tout à fait normal. Pour la souris axénique, pour les souris axéniques dans le lot numéro 1, eh bien, la rate et les ganglions lymphatiques sont petits et mal structurés. Donc là, on voit bien déjà que sans microbiote, on a une rate et des ganglions lymphatiques qui ne sont pas normaux. Donc ça veut bien dire que le microbiote intervient dans la constitution de la rate et dans les ganglions lymphatiques, du moins dans leur rôle. Et pour le lot numéro 2, rate et ganglions lymphatiques sont tout à fait normaux.
Donc ça veut dire que le fait de mettre une seule bactérie, Bacteroides fragilis, ça suffit pour que la structure et la fonctionnalité de la rate et des ganglions lymphatiques soient assurées. Maintenant, regardons la quantité de lymphocytes dans la rate et dans l'intestin. Pour le lot témoin, c'est tout à fait normal. Les quantités de lymphocytes dans la rate et l'intestin sont normaux. Les quantités sont normales, pardon. Dans le lot numéro 1, donc souris axénique, eh bien c'est faible. Ça veut dire qu'il y a peu de lymphocytes dans la rate et dans l'intestin. Il y a un déficit global de l'ensemble de ces lymphocytes dans la rate et dans l'intestin. Pour le lot numéro 2, donc souris axénique, lot de souris axénique qui avait reçu une seule bactérie, donc il y avait en quelque sorte un microbiote avec une seule bactérie, eh bien c'est tout à fait normal. Il y a une quantité de lymphocytes dans la rate et dans l'intestin qui est tout à fait normale, une quantité qui est tout à fait normale. Regardons maintenant la quantité d'anticorps dans l'intestin et dans le sang. Donc dans l'intestin et dans le sang. Quantité normale pour le lot témoin et quantité réduite ou nulle dans le lot numéro 1 où les souris étaient toutes axéniques. Donc peu d'anticorps dans l'intestin et dans le sang. Donc ça veut dire automatiquement, et si on regarde le lot numéro 2, c'est tout à fait normal, donc ça veut dire que la présence du microbiote est tout à fait indispensable pour que le système immunitaire assure un rôle très important. Autrement dit, quelqu'un qui mange mal, qui ne vit pas de manière optimale comme il le faudrait, c'est pas toujours facile évidemment, mais ça veut dire qu'il y a une fragilisation du système immunitaire. Alors ensuite, essayons de parler de microbiote et de voir la digestion. Quel est leur rôle dans la digestion et est-ce qu'il existe vraiment une symbiose entre les micro-organismes et puis l'organisme humain, entre les micro-organismes, donc entre les bactéries elles-mêmes, entre différentes espèces, et puis l'être humain. Alors, on va essayer de comprendre et de voir qu'il y a une intervention des bactéries dans la digestion de certaines fibres. Alors les fibres, c'est ce que vous pouvez trouver, mais vous le savez bien, dans la salade par exemple, dans certains légumes, dans des fruits également. Donc les bactéries, alors on prend, donc on a des fibres, voilà, on mange des fibres, et il y a, donc les fibres sont des sucres complexes. Il y a une digestion de ces sucres complexes par une espèce numéro 1 de bactéries. Alors comme il y a de quoi se nourrir et digérer, eh bien ces bactéries vont pouvoir proliférer de manière tout à fait normale. Donc il y a bien une multiplication des bactéries de l'espèce numéro 1. Et il peut y avoir en parallèle production d'acides gras à chaîne courte par ces mêmes bactéries. Donc voilà. Et ensuite il peut y avoir dans un deuxième temps digestion par une espèce de bactérie de ces acides gras à chaîne courte. Et ça veut dire qu'il va y avoir production d'autres molécules qui seront utilisées par les cellules intestinales ou certains organes de l'hôte. Autrement dit, ce qui a été dégradé par les bactéries va pouvoir servir de nutriments. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement dans l'intestin, ce n'est pas uniquement, je veux dire, l'action enzymatique du panel d'enzymes propres à l'organisme. Donc ce n'est pas seuls ces enzymes qui vont permettre à l'organisme d'utiliser tous les nutriments, de former et d'utiliser tous les nutriments, puisque les bactéries ont bien leur rôle également. Parce qu'il y a, par exemple pour certaines fibres, l'homme, par exemple, mammifère, ne possède pas les enzymes nécessaires à leur dégradation. Or, certaines bactéries possèdent ces enzymes. Donc ça veut dire que ce qui n'est pas digéré et transformé en nutriments par les enzymes du corps propre de l'humain, ça peut être fait par des micro-organismes en parallèle. Et là, on voit bien qu'il y a une symbiose entre les deux, entre le microbiote intestinal et l'organisme humain, c'est-à-dire l'ensemble des enzymes qui vont pouvoir digérer. Donc voilà,
il se renvoie la balle. Hein. Toi, tu digères, moi, j'utilise ce que tu as fait pour digérer, je transforme en molécules plus petites, hop, puis on fait passer tout ça dans le réseau sanguin grâce aux microvillosités intestinales, etc. Donc là, on voit bien hein, qu'il y a une symbiose entre le microbiote et l'organisme humain. Alors, il peut y avoir des relations diverses, puisque des relations de type action nulle, l'action peut être nulle entre différentes espèces. On peut avoir deux espèces qui cohabitent ensemble et il ne se passe rien entre elles. Bon. Il n'y a pas de complémentation, il n'y a pas de symbiose entre elles, il n'y a pas de... Tout à l'heure, on a vu l'une digère des fibres et puis l'autre utilise une partie de ce qui est digéré pour transformer en des molécules plus petites qui vont servir de nutriments, qui vont servir dans l'alimentation générale. Mais on peut avoir des espèce A, espèce B, qui sont... Il y a un neutralisme. Ça veut dire qu'il ne se passe rien. L'action est nulle. Bon. Il peut y avoir entre deux bactéries, une espèce A et une espèce B, une symbiose. Ça veut dire qu'on peut avoir une action favorable de l'une par rapport à l'autre ou de l'autre par rapport à l'une. Ça dépend. On peut avoir ce que l'on appelle le commensalisme. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une action favorable de l'une sur l'autre, mais l'autre n'apporte rien. Ah, c'est un peu, alors c'est pas du parasitisme, hein, mais c'est simplement qu'elles ne coopèrent pas ensemble, elles sont là, mais elles n'ont pas les mêmes actions et ce que l'une produit n'est pas utilisé par l'autre. On peut avoir quelque chose qui ressemble à une prédation, un parasitisme, ça veut dire que l'une peut utiliser ce que l'autre produit au détriment, donc l'action sera défavorable dans le sens où l'autre ne va pas pouvoir survivre parce que l'une prend tout, admettons. Si c'est un parasite, il prend tout. Alors que pour le commensalisme, l'une produit quelque chose, mais pour l'autre, l'action est nulle, donc ça n'engage à rien. Bon. Alors que dans la prédation ou le parasitisme, eh bien, l'une travaille au détriment de l'autre. Ça veut dire que l'une va mourir et puis l'autre va rester. Ben, bon, mais si le microbiote est bien fait, est bien conçu dans son écosystème précis, écosystème par exemple au niveau de l'intestin, mais ça veut dire que l'une et l'autre vont trouver à un moment donné leur état d'équilibre pour faire en sorte que chacune puisse survivre et agir, faire une action qui soit en relation, en bonne relation symbiotique avec l'homme, avec nous. Puis il peut y avoir une compétition. Hein, deux espèces A et B peuvent entrer en compétition et l'action dans ces cas-là est défavorable. Hein, bon. L'une va se développer au détriment de l'autre, etc., etc. Donc voilà. Bon, on a dit beaucoup de choses. Hein. On sait que le microbiote intestinal contient donc de très nombreux micro-organismes qui vont avoir des rôles très importants et on sait bien, on a bien compris qu'on ne peut pas vivre correctement sans microbiote, donc sans nos propres bactéries. Alors les interactions entre l'hôte et le microbiote jouent un rôle essentiel pour le maintien de la santé et pour le bien-être de l'hôte, évidemment. Alors l'hôte, c'est celui qui peut accueillir, donc on accueille un microbiote, mais en compensation, en quelque sorte, le microbiote nous accueille également, puisqu'il y a une espèce de symbiose, bon, à un niveau beaucoup plus modéré. Le microbiote se met en place dès la naissance et évolue en fonction de différents facteurs, comme l'alimentation par exemple, la présence de fibres, entre autres, mais il n'y a pas que ça. Et également, ça peut agir, enfin les traitements antibiotiques peuvent également agir sur l'évolution des microbiotes, dans le sens où par exemple des antibiotiques peuvent détruire entièrement ce que l'on appelait autrefois la flore intestinale, mais qu'on appelle maintenant le microbiote. Alors après, il faut qu'il se reconstitue, ce qui n'est pas toujours évident, et d'ailleurs certains traitements antibiotiques provoquent des diarrhées parce que justement le microbiote est perturbé. Le microbiote intestinal, lui, a un rôle indispensable dans l'immunité, hein, on l'a mis en évidence, et dans la digestion également, donc il y a une espèce de complémentation. Les travaux sur le microbiote établissent des corrélations entre les compositions du microbiote et certaines pathologies qui peuvent survenir.
La modulation du microbiote ouvre des pistes de traitement dans certains cas de maladie. À noter, entre parenthèses, que certains micro-organismes normalement bénins du microbiote peuvent devenir quelquefois pathogènes, voire très pathogènes pour l'organisme. Notamment lorsque le système immunitaire s'affaiblit, eh bien, certains micro-organismes peuvent en profiter pour proliférer et créer des désordres au niveau de l'organisme. Donc nous avons montré un autre aspect des relations entre les micro-organismes et les humains à partir de l'exemple du microbiote intestinal. Nous avions déjà parlé du microbiote humain, nous avons découvert qu'il y avait un microbiote humain dans un autre cours. Donc le microbiote intestinal, c'est un ensemble de micro-organismes qui, par des relations bénéfiques de type symbiotique, on avait bien parlé de symbiose, vont remplir des fonctions qui vont contribuer à la bonne santé de l'être humain. Ces rôles sont largement mis en évidence grâce à des observations et des expériences dont les résultats ont été expliqués. Donc, par ailleurs, on a pu montrer que des relations hôte-microbiote sont de type symbiotique, et ça c'est très important à comprendre. Il y a une symbiose entre l'humain et les microbes. C'est très bizarre à accepter, mais c'est comme ça. Donc on a parlé de souris axéniques, donc ce sont des animaux de laboratoire qui constituent des modèles qui ont permis d'étudier le rôle du microbiote intestinal. Donc ce sont des souris qui sont nées par césarienne et donc qui ne sont pas en contact avec le microbiote vaginal de la mère. Donc par exemple dans l'utérus maternel, des souris se développent dans un milieu stérile, donc il n'y a pas de microbiote et elles sont immédiatement placées ensuite et élevées, alimentation comprise, dans des conditions absolument stériles, dans des bulles stériles. Comme on le fait pour certains enfants, pour certains êtres humains qui ont un système immunitaire déficient. Et donc on parle de bébés bulles. Là, ce sont des souris bulles. Donc leur état de santé, on peut le comparer, donc des souris qui ont été mises enfin je parle des souris axéniques. Leur état de santé peut être comparé à celui des souris qui sont nées et élevées dans des conditions normales. On fait des comparaisons. On a des souris que l'on appelle souris conventionnelles, et ceci afin de mettre en évidence là où les fonctions qui ont été perturbées, comme nous l'avons expliqué. Alors différents troubles sont constatés chez les souris axéniques, et ce qui montre que d'abord le microbiote stimule le développement et la vascularisation, et donc la maturation de l'intestin, dont les enzymes vont permettre la digestion des aliments, en particulier des sucres complexes que constituent les fibres végétales. Par exemple, ce sont des glucides complexes en fait. Donc transformation de ces fibres complexes, de ces glucides complexes, en nutriments, en acides gras et en vitamines. Si nous n'avions pas les bactéries du microbiote, eh bien l'intestin, à lui tout seul, ne pourrait pas assurer la digestion de tous les aliments. Alors la plupart, oui, parce que l'être humain possède son panel d'enzymes, toutes codées par des gènes un peu spéciaux, enfin pas un peu spéciaux, mais dont le rôle est de produire des protéines qui auront un rôle enzymatique. Donc ce sont des catalyseurs biologiques. Donc s'il n'y avait pas de microbiote, donc toute la digestion de tous les aliments ne pourrait pas se faire, ce qui nous priverait d'une source de molécules comme certains acides gras à chaîne courte ou certaines vitamines qui seront bénéfiques au développement de l'hôte, c'est-à-dire de nous-mêmes. En fait. Sans microbiote, la digestion des souris est beaucoup moins efficace, on l'a vu, donc beaucoup plus lente ou une croissance beaucoup plus limitée, comme nous l'avons expliqué, et une taille beaucoup plus réduite. On avait dit que la souris était relativement chétive. Donc le microbiote, il participe à entretenir la fabrication d'une couche de mucus, il a son rôle, qui va séparer les cellules intestinales de l'ensemble des micro-organismes qui sont là. En quelque sorte, ils sont ils sont dans la lumière de l'intestin évidemment, mais ils n'ont pas accès directement aux cellules, ils sont plutôt sur la couche de mucus qui a un rôle relativement protecteur. Donc c'est un rôle protecteur de la cellule des parois. Et ensuite, nous avons vu que le microbiote il a un impact très important sur l'immunité, donc sur le système immunitaire.
Donc une expérience nous a montré que des souris axéniques ont des organes immunitaires, comme par exemple nous avions parlé de la rate et des ganglions lymphatiques, qui étaient anormaux, voire atrophiés, et le développement n'était pas tout à fait normal, et ne se structurait pas correctement pour faire en sorte qu'il y ait les cellules adaptées, c'est-à-dire des lymphocytes par exemple au niveau des ganglions. Ces anomalies donc s'accompagnaient d'un déficit en lymphocytes T, qui ont un rôle très très important dans le système immunitaire, et un déficit également en anticorps, donc ce qui sous-entendait que les cellules qui fabriquent les anticorps ne fabriquaient pas les anticorps. Donc on parlait par exemple entre autres des dérivés de lymphocytes B. Donc les cellules et des molécules, donc je parle des anticorps et des lymphocytes T, donc ce sont des cellules et des molécules qui participent à la défense de l'organisme, donc qui ont un rôle dans l'immunité. Et cela explique bien que des souris axéniques soient sensibles aux infections puisqu'il y a un déficit du système immunitaire. Donc il suffit qu'une seule catégorie de bactéries, par exemple on avait pris l'exemple de Bacteroides fragilis, constitue le microbiote pour réintroduire pour qu'il y ait au niveau de l'intestin, donc pour retrouver au niveau de l'intestin, donc des fonctions tout à fait normales. Donc le développement des organes lymphoïdes se fait de manière normale et la formation des lymphocytes et des anticorps peut redevenir normale. Enfin, peuvent redevenir normaux. Donc comme on l'avait vu pour le lot de témoins. Donc ça veut dire que le microbiote intestinal, il est bien responsable du bon développement du système immunitaire. Et ça c'est très important à comprendre et c'est souvent méconnu dans les populations, dans les médias. Donc, alors évidemment, il faut qu'il y ait une couche protectrice de mucus qui limite l'invasion des microbes pathogènes également. Parce on a vu que certaines bactéries ont un rôle bactéricide, entre guillemets, pour empêcher que les pathogènes se développent de manière trop importante. Donc, il faut noter le rôle que doit jouer le microbiote intestinal sur le cerveau, sachant que les troubles présentés par les souris axéniques sont l'hyperactivité et qu'elles n'ont pas peur du danger. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une fonction au niveau du cerveau qui est mise en jeu. Donc ça c'est un petit peu perturbant et difficile à comprendre, mais pourtant c'est une réalité. Ensuite, le système intestin-microbiote, il constitue ce que l'on appelle une symbiose, c'est-à-dire qu'il va y avoir une association durable à bénéfice réciproque, aussi bien pour l'humain, par exemple, que pour, alors c'est vrai pour les autres mammifères également, que pour toutes les bactéries qui constituent le microbiote. Ce microbiote va bien interagir pour permettre le développement d'organes et de cellules chez son hôte de manière tout à fait normale, l'intestin, le système immunitaire par exemple. Et donc il y a un apport grâce aux enzymes digestives dont il stimule la fabrication et à celle des bactéries qui le constituent et donc apport de nutriments que l'hôte ne saurait pas obtenir sans lui. Il va fabriquer des substances bactéricides également, comme nous l'avons vu, et ces substances vont limiter l'action des agents pathogènes. Réciproquement, l'intestin de l'hôte va constituer un milieu de vie protecteur pour les bactéries du microbiote, parce qu'on peut se demander qu'est-ce qu'elles font là, c'est quoi leur intérêt à elles d'être là. Mais simplement, l'intérêt de tous les êtres vivants, c'est de vivre et de poursuivre la vie à travers la descendance. Voilà. Donc ces bactéries vont trouver de l'eau, des aliments, des substances, etc. en abondance et un milieu très favorable à 37 degrés qui va être propice à leur bon développement et à leur équilibre au niveau de l'écosystème particulier que constitue cet intestin. Donc la quantité d'aliments présents dans le tube digestif de l'hôte après un repas est suffisamment importante pour que les bactéries du microbiote puissent se nourrir sans perturber l'hôte, sans léser leur hôte. Il s'agit de ce que l'on appelle le commensalisme. Bon. Donc il existe une compétition pour la nourriture également, et l'espace entre les bactéries du microbiote et microbes pathogènes qu'elles contrôlent également. Donc on peut parler également de neutralisme entre les diverses bactéries qui cohabitent sans interagir dans l'intestin. Donc nous avions vu effectivement qu'il y avait des relations diverses. On avait parlé de neutralisme lorsque l'action d'espèce A et d'espèce B était nulle.
On avait parlé d'actions favorables lorsque, par exemple, les deux espèces A et B vivent en symbiose, c'est-à-dire que l'une apporte à l'autre quelque chose et l'autre apporte à l'une quelque chose. Voilà, il y a une espèce d'échange, tout comme il y a une symbiose avec l'être humain, donc avec nos cellules, il y a des échanges également, et ce que certaines bactéries produisent comme nutriments peuvent être, donc ces nutriments vont pouvoir passer dans le réseau sanguin pour aller nourrir l'ensemble des cellules. Donc on avait parlé de commensalisme également, hein, vous vous souvenez. Commensalisme, l'une a une action favorable, mais l'action est nulle sur l'autre bactérie. Donc ça c'est bien le commensalisme. Il y avait également, on avait parlé de prédation entre les bactéries, où l'une va pouvoir avoir une action favorable pour elle-même, mais au détriment de l'autre. Et puis on avait dit qu'il pouvait y avoir une compétition également. Donc vous voyez que il y a tout un panel de réactions qui ont lieu au niveau du microbiote intestinal. Donc dans l'intestin, c'est un milieu qui est très très vivant. Il y a des micro-organismes, donc des bactéries qui vivent là et qui interagissent de manière très très importante et qui vont agir et dont le bon rôle, le bon écosystème va faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre du corps humain tout entier. Voilà, donc nous avons vu le rôle du microbiote intestinal sur notre santé. On ne peut pas vivre sans microbiote. Enfin, si on peut vivre sans microbiote, mais pas dans les conditions optimales. Bon, je pense que nous avons fait globalement le tour du sujet sur le microbiote intestinal. Alors je vous invite à revoir la découverte du microbiote humain. Nous allons parler encore de microbiote dans les cours suivants. Et puis le cours, on va le terminer. Alors je vous souhaite un très bon courage pour vos études. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un autre cours.